La France affiche aujourd'hui une dette colossale de 3200 milliards d'euros. C'est un chiffre tellement énorme qu'il représente plus de 112% de tout ce que le pays produit en une année. Et pourtant, il s'agit bien d'argent qu'il faut rembourser à quelqu'un. Beaucoup pointent du doigt l'Allemagne, souvent représentée comme le grand créancier européen. C'est vrai qu'elle détient une partie importante de la dette française. Et voilà le paradoxe. L'Allemagne elle-même croule sous 2800 milliards d'euros de dette. Et ce chiffre ne cesse de grimper. Alors à qui l'Allemagne doit-elle tout cet argent? Une bonne partie est détenue par ses propres banques. Mais ces mêmes banques allemandes possèdent également des obligations françaises, italiennes, espagnoles. Et du côté de la France, nos banques détiennent aussi des créances venues d'Allemagne, du Japon, des États-Unis, de presque partout dans le monde. Comprendre la dette mondiale, c'est un peu comme démêler un labyrinthe géant. Pays emprunte, chaque pays prête. Et le cycle continue sans fin. Aujourd'hui, la dette globale avoisine environ 315 000 milliards de dollars, soit plus de 3 fois la valeur totale de toutes les économies réunies. Alors une question surgit. Si tout le monde est si endetté, à qui cet argent revient-il vraiment? La réponse est loin d'être simple. Derrière ces chiffres se cache un mécanisme subtil, révélateur de la façon dont l'économie moderne fonctionne réellement. En réalité, la dette mondiale ne se limite pas à un simple problème de chiffres ou de comptabilité. C'est un mécanisme vivant, où l'argent circule en continu, nourrissant un cycle incessant de prêts, de remboursements et de réinvestissements. Aujourd'hui, la dette ne freine pas seulement l'économie, elle alimente son mouvement et révèle subtilement ce qui contrôle les flux financiers derrière les apparences. Dans les temps anciens, avant les banques et la monnaie moderne, la dette existait sous une forme simple mais puissante, un engagement personnel. Imaginez un villageois qui emprunte une barque ou des outils à son voisin pour pêcher ou cultiver ses terres, avec la promesse de restituer le prêt après la saison de récolte terminée, parfois même avec un petit supplément en remerciement. Aucun contrat compliqué, aucune banque impliquée, juste la confiance en deux personnes. Ce principe d'utiliser les ressources du futur pour répondre aux besoins du présent reste au cœur de la dette, qu'elle soit individuelle ou mondiale. Au fil des siècles, le concept a pris de l'ampleur. Les souverains et empires avaient besoin de financer des nouveaux palais, les armées, les navires et les canons. Des dépenses impossibles à couvrir avec un seul prêteur. Nous sommes au XVIIe siècle en Angleterre. Le roi Charles II se retrouve face à un dilemme. Il veut financer une guerre contre les Pays-Bas, mais les caisses sont vides et les nobles refusent de prêter davantage. La solution? Ouvrir le marché de la dette au public. Les citoyens investissaient leur argent en échange d'une promesse de remboursement avec intérêt. Ce qu'on appelle aujourd'hui une obligation. À première vue, un simple morceau de papier. Mais ce petit outil a transformé le financement des États. Il permettait de lever des fonds considérables sans augmenter les impôts ni puiser dans les trésors royaux. Et a donc posé les bases de la finance moderne. La nation anglaise s'est rapidement répandue. Louis XIV a financé ses guerres incessantes en vendant des rentes à la noblesse française. Napoléon a emprunté massivement pour conquérir l'Europe. Chaque conflit nécessitait plus d'argent que le précédent, et la dette devenait l'arme secrète des grandes puissances. Les deux guerres mondiales ont poussé ce système à son paroxysme. En 1914, les nations européennes ont emprunté à des niveaux jamais vus. La France a multiplié sa dette par 6 pendant la Première Guerre mondiale. L'Allemagne s'est endettée si massivement qu'elle n'a jamais pu rembourser, créant les conditions de la crise économique qui a mené Hitler au pouvoir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont financé l'effort de guerre, vendant des war bonds à leurs citoyens. Des campagnes publicitaires massives encourageaient les Américains à prêter leur argent à l'État pour sauver la démocratie. They want a war. Now we got to pay for it. And I'm sure that every good American will be glad to help foot the bill. Men and women of the home front army, this victory loan drive is our last chance to buy extra bonds. En 1946, la dette américaine représentait 120% du PIB, un record historique jusqu'à récemment. Mais le véritable tournant se produit vers 1945. Pour la première fois de l'histoire, les États commencent à emprunter massivement en temps de paix. Pourquoi ce changement radical? D'abord, les économistes découvrent les théories de John Maynard Keynes. Selon lui, l'État doit dépenser plus pendant les récessions pour relancer l'économie, même si cela signifie s'endetter. Cette idée révolutionnaire à l'époque devient progressivement la norme. Ensuite, les sociétés occidentales inventent l'État-providence. Sécurité sociale, allocation chômage, retraite publique. Tous ces systèmes nécessitent des investissements initiaux énormes. Plutôt que d'attendre d'avoir de l'argent, les gouvernements empruntent pour les construire immédiatement. Le plan Marshall illustre parfaitement cette logique. Les États-Unis prêtent 13 milliards de dollars, équivalent à 150 milliards aujourd'hui, pour reconstruire l'Europe. Pas pour faire la guerre, mais pour faire la paix. Pour créer des écoles, des hôpitaux, des routes et des usines. En 1971, un événement change tout. Richard Nixon abandonne les talons d'or. Désormais, l'argent n'est plus garanti par un métal précieux, mais simplement par la confiance envers les gouvernements. Cette monnaie fiduciaire ouvre la porte à une explosion de la dette. À partir des années 1980, les emprunts publics décollent définitivement.
Les pays comprennent qu'ils peuvent utiliser la dette non plus seulement en période de guerre ou de crise, mais comme levier permanent pour faire croître l'économie. Construction d'infrastructures, éducation, santé et recherche. La dette devient l'outil de financement du développement moderne. Aujourd'hui, aucun pays développé ne fonctionne sans dette publique importante. Ce qui était autrefois un dernier recours en temps de guerre est devenu la norme en temps de paix. Une transformation historique majeure que peu de gens réalisent vraiment. Quand on imagine les créanciers de la dette mondiale, on pense souvent à des pays riches ou à des banques centrales mystérieuses. Mais la réalité est bien différente. Les vrais détenteurs de ces dettes astronomiques, ce sont nous. Prenons l'exemple de la France. Sur les 3200 milliards d'euros de la dette publique, environ 52% sont détenus par des investisseurs étrangers. Mais qui sont ces investisseurs? Ce ne sont pas des gouvernements étrangers assis sur des montagnes d'or. Ce sont principalement des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des banques commerciales. Quand vous cotisez votre retraite, votre argent ne dort pas dans un coffre. Il est investi et une grande partie finit dans les obligations d'État. Les fonds de pension placent environ 35% de leurs actifs dans des obligations gouvernementales. Résultat, votre épargne de retraite finance la dette publique. Même chose avec votre assurance vie. Les compagnies d'assurance françaises détiennent plus de 800 milliards d'obligations d'État. Et votre banque? Elle aussi, elle achète massivement des obligations d'État. Pourquoi? Parce qu'elle s'est considérée comme un placement sûr et que la réglementation bancaire encourage à ce type d'investissement. En 2024, les banques françaises détenaient plus de 200 milliards d'euros de dette publique française. Ce mécanisme crée une boucle fascinante. L'État emprunte l'argent des citoyens via leur épargne et utilise cet argent pour financer les services publics dont bénéficient ces mêmes citoyens. En gros, nous nous prêtons à nous-mêmes de l'argent pour financer notre propre service. Mais le cycle ne s'arrête pas là. Quand l'État paye les intérêts de sa dette, cet argent retourne dans les poches des épargnants via leurs banques, les assurances, leurs fonds de pension. Ces institutions redistribuent alors une partie sous forme de rendement sur les livrets, les assurances vie et les plans de retraite. L'argent que vous récupérez sur votre épargne, c'est en partie les intérêts que l'État a payés grâce à vos impôts. Et la boucle continue. Ces rendements, vous les réinvestissez souvent dans de nouvelles obligations d'État, directement ou indirectement. C'est un cycle perpétuel où l'argent circule des citoyens vers l'État, puis de l'État vers les citoyens qui les reprêtent à l'État. Personne ne possède vraiment cette dette. Elle circule, se transforme, change de main, mais reste dans le système. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux frontières nationales. L'Union européenne a créé un système d'interdépendance unique au monde. Les banques allemandes détiennent de la dette italienne, les banques françaises possèdent des obligations espagnoles, et ainsi de suite. Cette interconnexion n'est pas accidentelle. Elle découle de la création de l'euro en 1999. Avant, quand l'Italie avait des difficultés financières, sa monnaie se dévaluait automatiquement, rééquilibrant la situation. Avec l'euro, impossible. Alors le système s'est adapté en créant des liens financiers entre les pays. Le mécanisme européen de stabilité, créé après la crise de 2008, illustre parfaitement cette logique. C'est un fonds de 700 milliards d'euros financé par tous les pays européens pour aider ceux en difficulté. En pratique, l'Allemagne et la France prêtent à la Grèce et au Portugal, qui leur prêtent en retour via d'autres mécanismes. Mais le plus fascinant, c'est la Banque Centrale Européenne. Depuis 2015, elle achète massivement les dettes des États européens. Plus de 5 000 milliards de dollars d'obligations publiques figurent aujourd'hui à son bilan. Techniquement, c'est donc la BCE qui détient une part gigantesque de la dette européenne. Sauf que la BCE appartient aux banques centrales nationales qui appartiennent aux États. En gros, les États européens se sont endettés auprès d'une banque qu'ils possèdent eux-mêmes. C'est comme si vous contractiez un prêt auprès de vos propres tirelires. Derrière cette apparente complexité se cachent quelques acteurs qui concentrent un pouvoir financier considérable. En tête, BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde avec 10 000 milliards de dollars sous gestion. BlackRock détient des parts importantes de la dette de quasiment tous les pays développés, obligations américaines, françaises, allemandes, japonaises. Le fonds est présent partout. Avec ses 10 000 milliards de dollars, BlackRock pèse plus lourd que le PIB de la plupart des pays. Vanguard suit de près avec 8 500 milliards de dollars, puis State Street avec 4 000 milliards de dollars. Ces trois géants américains gèrent à eux seuls plus de 22 milliards de dollars. C'est l'équivalent du PIB des États-Unis. Et voici plus troublant. Ces gestionnaires ne sont pas propriétaires de cet argent. Ils le gèrent pour le compte de millions d'épargnements, vos assurances vie, vos plans d'épargne de retraite, vos investissements. Une grande partie transite par ces mastodontes. Résultat, BlackRock peut influencer les politiques économiques non mondiales, non pas avec son argent, mais avec le vôtre. Quand BlackRock menace de vendre les obligations d'un pays, c'est comme si des millions d'épargnements le faisaient simultanément. Au sommet de cette pyramide financière trônent les banques centrales. Officiellement, elles ne prêtent pas directement au gouvernement, mais dans les faits, elles sont devenues les véritables piliers du système de dette mondiale. La Réserve fédérale américaine détient plus de 5 000 milliards de dollars d'obligations d'État américaines. La Banque du Japon possède 50% de toute la dette publique japonaise. La BCE, comme on l'a vu, rachète régulièrement massivement les dettes européennes. Comment font-elles? Elles créent de la monnaie électronique d'un simple clic informatique et achètent des obligations avec cette monnaie fraîchement créée. C'est ce qu'on appelle le quantitative easing en anglais. En théorie, c'est temporaire. En pratique, cela fait plus de 15 ans que ça dure. Et quand les banques centrales essayent d'arrêter, comme en 2022, les marchés paniquent et les États peinent à refinancer leurs dettes aux nouveaux taux plus élevés. Les banques centrales sont donc devenues prisonnières de leur propre système.
Elles ne peuvent plus vraiment arracher de la dette sans risquer un effondrement financier. C'est le piège dans lequel s'est enfermée l'économie mondiale moderne. À l'échelle internationale, certains pays jouent le rôle de créanciers nets. La Chine, malgré sa propre dette intérieure, détient plus de 800 milliards de dollars de cette dette étrangère, principalement américaine. Mais la Chine investit aussi massivement dans les pays en développement via ses nouvelles routes de la soie. Plus de 1000 milliards de dollars prêtés à l'Afrique, l'a dit l'Amérique latine. Une stratégie géopolitique majeure, créer de la dépendance financière pour étendre son influence. Le Japon détient plus de 1100 milliards de dollars de dette américaine. Pourquoi ? Parce que les épargnants japonais, très prudents, placent massivement dans les obligations d'État et les banques japonaises investissent ces fonds à l'international. L'Allemagne finance largement ses voisins européens. Les Pays-Bas, la Suisse, la Norvège prêtent leurs excédents commerciaux au monde entier. Ces flux créent des déséquilibres géopolitiques majeurs. Qui doit de l'argent à qui influence les relations internationales. Les véritables maîtres du jeu ne sont donc pas les individus ou des pays, mais les flux eux-mêmes. L'argent circule, se transforme, change de main et crée sa propre logique. Une logique qui nous dépasse tous, gouvernement compris. La répartition de la dette mondiale a des conséquences majeures. D'abord, elle concentre le pouvoir économique. Des gestionnaires d'actifs comme BlackRock ont plus d'influence sur les politiques nationales que beaucoup de gouvernements. Ensuite, elle crée des dépendances géopolitiques. Quand la Chine détient 15% de la dette du Pakistan, elle peut influencer sa politique étrangère. Quand les fonds américains détiennent 40% de la dette italienne, Rome doit tenir compte de Wall Street. Enfin, elle rend le système très vulnérable au choc. Si les épargnants perdent confiance et retirent massivement leur argent, les banques ne peuvent plus acheter de la dette publique. Si les banques centrales arrêtent leur programme, le taux d'intérêt explose. C'est exactement ce qui s'est passé en Grande-Bretagne en 2022. Quand Liz Truss a annoncé les baisses d'impôts massives, les investisseurs ont paniqué, forçant la première ministre à démissionner. Le message était clair. Ce ne sont plus les électeurs qui décident des politiques économiques, mais les marchés financiers. Et ces marchés, ce sont nos épargnes collectives gérées par une poignée de gérants financiers. Alors vers où va ce système ? Le scénario le plus probable n'est ni l'effondrement total ni la continuation parfaite. D'abord, les risques s'accumulent. Un vieillissement des populations qui coûte cher aux États, le changement climatique qui nécessite des investissements massifs, les tensions géopolitiques qui poussent aux dépenses militaires. Chaque crise sanitaire, énergétique ou migratoire force le gouvernement à dépenser davantage. Ensuite, cette accumulation de risques érode progressivement la confiance des investisseurs. Ils commencent à douter. Ces pays pourront-ils vraiment honorer leur engagement à long terme ? Cette inquiétude se traduit mécaniquement par une hausse des taux d'intérêt. Les investisseurs demandent une prime de risque plus élevée. C'est là que le piège se referme. Des taux plus élevés signifient une charge de la dette qui explose. Les États consacrent une partie croissante de leur budget non plus à investir dans l'avenir, des écoles, les hôpitaux, les infrastructures, mais à rembourser le passé. Cette spirale réduit leur capacité d'investissement, affaiblit leur économie et justifie rétrospectivement les craintes des investisseurs. Certains pays s'en sortiront mieux que d'autres. L'Allemagne avec sa discipline budgétaire ou la Suisse avec ses excédents continueront d'emprunter à bon marché. Mais d'autres comme la France se retrouveront sous l'eau. Des besoins de financement énormes et des coûts d'emprunt de plus en plus prohibitifs. À ce moment-là, seules deux issues restent. Soit l'austérité drastique, couper massivement dans les dépenses publiques au risque de récession, soit l'inflation, imprimer de la monnaie pour alléger le fardeau de la dette au prix de l'appauvrissement général. Cette évolution n'est pas certaine mais elle est probable. Car comprendre qui détient vraiment la dette mondiale, c'est comprendre qui détient le pouvoir dans notre économie globalisée. Et ce pouvoir concentré en quelques mains peut basculer très rapidement quand la confiance s'effrite. Alors qui détient vraiment la dette mondiale ? La réponse va vous surprendre. Nous tous, d'une manière ou d'une autre. Votre épargne finance la dette publique via votre banque, vos assurances, vos retraites. Vos impôts remboursent les intérêts de cette dette. Vos consommations génèrent la TVA qui alimente le budget de l'État. Vous êtes simultanément créancier, débiteur et garant du système. Les riches détiennent plus d'obligations que les pauvres, c'est indéniable. Mais même un salarié modeste avec un livret A participe au système. Sa banque utilise ses dépôts pour acheter de la dette publique. Cette interconnexion explique pourquoi ce système est aussi stable et si fragile à la fois. Stable parce que tout le monde a intérêt à ce qu'il continue. Fragile parce qu'une perte de confiance généralisée pourrait tout faire s'effondrer. Et cette compréhension, elle révèle une vérité dérangeante. Nous sommes tous, consciemment ou non, les rouages d'une machine financière gigantesque qui nous dépasse. Une machine alimentée par nos épargnes, générée par quelques géants et qui influence chaque aspect de nos vies. La prochaine fois qu'un politicien vous parlera de dette publique, vous saurez la vérité. Une partie de la dette, c'est la vôtre. Et le pouvoir de ceux qui la gèrent, c'est aussi un peu la vôtre, même si vous l'ignorez.